Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo où on va essayer un petit peu de voir les notions, les différentes notions de base liées au domaine de la télédétection. Bon, pour commencer, la télédétection, c'est détecter à distance. Donc c'est un domaine qui permet en fait de d'observer des objets de la surface terrestre sans avoir un contact direct avec ces derniers. Donc, observer, c'est de détecter, puis analyser, traiter, tout ça. Alors, on va dire que l'histoire de la télédétection remonte un petit peu au 19e siècle avec les premières photographies aériennes par ballon, puis par avion, ainsi de suite. Donc, mais son essor, en fait, a vu le jour depuis les années 70 avec l'avènement, avec le lancement, si vous voulez, des, de programmes d'observation de la Terre, euh, comme par exemple le Landsat. Puis même avant, avec le satellite Sputnik, puis avec le satellite Spot vers les années 80. Donc l'idée derrière tout ça, c'est d'identifier ou détecter toujours ces informations sur la surface terrestre par des capteurs qui captent en fait ce qu'on appelle le rayonnement électromagnétique et qui permettent plutôt, c'est-à-dire ces capteurs embarqués sur des satellites, qui permettent en fait d'identifier ces objets. Donc, je l'ai dit, ces capteurs en fait utilisent le rayonnement électromagnétique pour identifier les objets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un rayonnement électromagnétique? Alors, c'est plutôt un élément fondamental en physique, mais en télédétection, elle sert en fait de moyen de transmission, si vous voulez, d'informations entre l'information ou l'objet et le capteur. Bon, le capteur, on peut l'avoir sur un satellite, on peut avoir un drone ou un capteur embarqué sur un avion. D'où par exemple la photo aérienne, avant l'avènement d'ailleurs des satellites. Alors, le rayonnement électromagnétique, c'est une sorte, bon, on va essayer un petit peu de simplifier, c'est une sorte d'onde formée par une oscillation simultanée, si vous voulez, des deux champs électriques et magnétiques. Et ça se propage en fait à la vitesse de la lumière, tout simplement. Voilà. Donc, on peut le diviser en plusieurs spectres, d'où cette image qui résume un petit peu le tout. Donc, on peut le diviser en plusieurs spectres, en plusieurs domaines spectraux, à partir de la longueur d'onde, qu'on peut mesurer en termes de distance, voilà, en mètres, en micromètres, en nanomètres, ainsi de suite. La fréquence de cette longueur d'onde à se répéter dans le temps, et puis son énergie, qui est déterminée par des relations de formules physiques, quelque chose comme ça. Bon. Donc, cette image, en fait, nous permet de voir les différents spectres qui ont été classés par la longueur d'onde et la fréquence. Donc, on peut voir, par exemple, la lumière visible, qui est perceptible par l'œil humain, et qui est euh, caractérisée par une longueur d'onde allant de 400 nanomètres ou 0,4 micromètres jusqu'à 0,7 micromètres. Donc, ce qui permet de voir en fait en termes de couleur. Voilà. Donc du bleu profond si vous voulez, vers le rouge. Puis au-delà de ce spectre, on verra l'ultraviolet et l'infrarouge. En fait, ce qui est très intéressant, ce qui est important à comprendre en télédétection, c'est cette interaction avec ce rayonnement, avec cette énergie, avec les objets, et avec carrément l'atmosphère par exemple. Donc, en termes d'interaction entre le rayonnement électromagnétique et l'atmosphère, cette interaction est, est caractérisée par certains phénomènes physiques, si vous voulez, tels que l'absorption.
Ça veut dire qu'il y a une certaine énergie de ces rayonnements qui est absorbée par l'atmosphère, parce que l'atmosphère, bon, c'est composé de gaz comme l'oxygène, l'azote, le CO2, ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a aussi la diffusion, il y a aussi la transmission, et pratiquement c'est les mêmes phénomènes qui, qui, qui se répètent quand le rayonnement électromagnétique atteint la surface terrestre. Donc on a aussi la réflexion, où une part de cette énergie est réfléchie par les objets. Il y a l'absorption aussi, où une certaine énergie est absorbée par l'objet. Il y a la réfraction, il y a la transmission, ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, ces interactions, elles sont définies, ou elles définissent plutôt ce qu'on appelle la signature spectrale des objets qui sont sur la surface terrestre. Dans ce sens, on va essayer de prendre un exemple simplifié, qui va simplifier plutôt, c'est-à-dire ces notions. Quand on parle de végétation, à première vue, la végétation, elle a une couleur verte. Maintenant, la question, c'est pourquoi elle est verte. Bon, on va dire qu'il y a la chlorophylle qui est un composé de cette végétation qui permet en fait de, de dégager cette couleur verte. Mais si on essaie de comprendre un petit peu, c'est-à-dire cette interaction avec le rayonnement électromagnétique, bon, la végétation, elle fait de la photosynthèse, ça veut dire que elle utilise l'énergie, ou la lumière si vous voulez, pour, bon, on va dire, grandir. Alors, dans un sens, en fait, la végétation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle absorbe une certaine énergie pour l'utiliser pour faire sa photosynthèse par le biais de cette composante qui est la chlorophylle, et elle réfléchit une autre part de cette énergie, de cette lumière dont on n'a pas besoin. Si on essaie de comprendre encore mieux, en fait, la végétation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle absorbe une certaine énergie dans des longueurs d'onde bien définies et elle réfléchit d'autres longueurs d'onde. Donc, la végétation, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle absorbe les longueurs d'onde dans le bleu et le rouge et elle réfléchit la longueur d'onde dans le bleu et puis elle réfléchit aussi une très très grande partie de l'infrarouge. Donc, cette réflexion de la longueur d'onde dans le vert fait que on voit la végétation en vert. En fait, ce principe qu'on peut généraliser sur tous les objets de la Terre nous permet en fait d'identifier la nature de l'information à partir de la télédétection. Et pour capter, plutôt pour identifier cette information ou cet objet qui a en fait ce qu'on appelle une signature spectrale bien propre à chaque objet, comme la végétation par exemple. Et pour capter cette information, on utilise ce qu'on appelle des capteurs. Ces capteurs, en fait, ils ont certaines propriétés telles que la résolution spatiale, c'est-à-dire on va dire la taille du pixel en quelque sorte. Elle a ce qu'on appelle, ou il a ce qu'on appelle aussi une résolution spectrale, une résolution temporelle, une résolution aussi, bon, radiométrique. Alors, d'ailleurs,
il faut définir déjà qu'est-ce que c'est qu'un capteur, ce qui est une sorte de dispositif qui est embarqué, embarqué sur un satellite par exemple, ou par exemple un drone, ou par exemple un avion. Et ce capteur, il permet en fait de détecter, de collecter ces informations en mesurant quoi? Les différentes propriétés physiques liées en fait à cette interaction avec le rayonnement électromagnétique. Donc, on a en fait deux types de capteurs. On va revenir, on va revenir plutôt, plus tard plutôt à la résolution spatiale, spectrale et tout ça pour comprendre. Mais on va définir un petit peu ce que c'est qu'un capteur. Donc, on a un capteur passif qui en fait utilise la lumière du soleil pour capturer l'information. Donc, il enregistre un petit peu le rayonnement naturel, voilà, comme les caméras optiques ou infrarouges par exemple. Et en termes de capteurs qui utilisent, ou plutôt en termes de satellites qui utilisent par exemple ce genre de capteurs, on peut citer le Landsat, le Sentinel et tout ça. Il y a aussi des capteurs actifs en fait qui permettent, en fait non, ils émettent en fait leur propre énergie et on analyse à partir de là le signal réfléchi par les objets, comme par exemple les capteurs radar, comme par exemple le Sentinel-1. Alors, quand j'ai dit capteur, on parle de résolution spatiale qui en fait, qui est en fait une taille du plus petit objet qu'on peut détecter à partir de ce capteur. Par exemple, des mètres pour le Sentinel-2, 30 par exemple pour le Landsat 8 et 9. La résolution spectrale, c'est en fait le nombre et la largeur des bandes spectrales enregistrées, plus la résolution, plus le nombre de bandes spectrales est important, plus la résolution spectrale est tout aussi importante. Comme par exemple les images hyperspectrales, hyperion par exemple. La résolution radiométrique, c'est en fait cette capacité de distinguer des faibles variations d'intensité lumineuse, comme par exemple 8 bits, 12 bits, 16 bits et tout ça. La résolution temporelle, c'est cette fréquence de satellites à capturer la même région. Par exemple, je pense c'est 5 jours pour le Sentinel-2. Donc, on a parlé un petit peu de ces capteurs, des principaux satellites d'observation, des plateformes aéroportées et drones, ainsi de suite. Maintenant, en fait, tout ça pour dire que à la fin, j'aurai une image que je peux appeler une image satellitaire et qui me permet en fait de détecter ces objets. Pour cela, je vais essayer de prendre un petit exemple en utilisant le logiciel UMVI, qui est un logiciel de télédétection, de traitement et d'analyse d'images satellitaires. Et je vais vous montrer un petit peu une image ou deux images pour voir un petit peu ce que c'est. Ça serait bien de faire un peu de pratique et qu'on va essayer de faire ça plus tard. Une fois qu'on a l'image en fait, avant de l'utiliser, avant de faire quoi que ce soit, on a besoin de faire ce qu'on appelle des pré-traitements, tels que la correction géométrique, atmosphérique, radiométrique et tout ça. Puis on peut faire de l'analyse visuelle, faire par exemple une méthode de classification de différents objets ou de différentes informations qu'on a. On peut utiliser aussi des indices spectraux, ainsi de suite. Alors, ce logiciel, il permet en fait, ce que j'ai dit, il permet en fait d'analyser et de traiter euh, des informations à partir de l'imagerie satellitaire. Donc, ce que vous voyez ici, c'est-à-dire l'interface, c'est pratiquement en fait c'est la même chose qu'avec les logiciels SIG. On a une boîte à outils, on a un bloc de données, on peut visualiser
nos images et tout ça. On a ce qu'on appelle Layer Manager ou la table des couches en quelque sorte. Alors, et puis, bon, on a ça. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer d'ouvrir une image satellitaire, telle que par exemple le Landsat. Et pour faire, je vais utiliser Fichier, Ouvrir comme. D'ailleurs, quand on regarde ici, en fait, cette disposition ou cet agencement est basé sur la nature du capteur. Donc, comme capteur optique, voilà. Puis, on a aussi des capteurs radar, des capteurs thermiques. Dans Digital Elevation, on verra plus tard. Puis, GS Format, vous avez quand même pas mal de formats où vous pouvez utiliser pour ouvrir quelque chose à partir de fichiers liés au logiciel SIG. Alors, pour le Landsat, et pratiquement c'est la même disposition aussi, il faut chercher juste Landsat qui est ici. Et je vais utiliser en fait ce format. Je vais en fait chercher l'image pour, enfin à partir de son metadata. Alors, normalement j'ai quelque chose ici. Alors le Mount 5C, très bien. Voilà, le Landsat. Donc je vais utiliser son metadata pour l'ouvrir. Donc bon, juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une image. Voilà, regardez. Alors, on verra plus tard les différentes corrections qu'on va utiliser. On va expliquer en détail chacune de ces corrections. Mais ce que vous voyez ici, ça c'est en fait c'est le produit final de la télédétection. Puis voilà, je me permets en fait d'analyser, de faire des traitements. Ça dépend en fait le besoin, ça dépend l'objectif. Mais ce que vous voyez ici, c'est une image. Et ce que je vais en fait montrer, c'est un petit peu qu'est-ce que c'est que cette image et qu'est-ce qu'elle a comme nombre de bandes, ainsi de suite et ainsi de suite. Alors, quand je regarde ici, j'ai en fait une image satellitaire où je vois différentes bandes avec différents noms et tout ça. Alors, on a cette composante qui est le multispectral et qui englobe en fait 7 bandes spectrales allant du bleu profond vers l'infrarouge moyen en quelque sorte. Donc, on a en fait ici différents chiffres qui en fait reflètent la longueur d'onde de chaque bande. Alors on a le bleu profond, le bleu, le vert, le rouge, le proche infrarouge, les courtes ondes infrarouges 1 et 2, puis on a le pin chromatique, on a le Sirius, on a l'infrarouge thermique 1 et 2. Alors, ce qui veut dire que le capteur du Landsat 8 capte de l'énergie allant du visible, du spectre visible, vers le spectre infrarouge, avec ces trois composés, c'est-à-dire le proche infrarouge, les courtes ondes infrarouges et l'infrarouge thermique. Quand je clique sur une de ces bandes, je vais essayer de lire en fait ce qu'il y a ici. Alors, je vois en fait l'emplacement, la dimension, le data, le size, le fichier du type, le capteur, OLI, Observation Land Imager, quelque chose comme ça, la projection utilisée, et puis vous avez la longueur d'onde. Je peux la voir ici en fait en utilisant le bouton droit View Metadata, ce qui me permet en fait de voir un petit peu les différentes informations liées à mon image, telles que l'acquisition, c'est-à-dire la date d'acquisition, comme ici par exemple. Bon, je peux le lire directement sur le fichier. Sinon, je peux chercher quelque part ici. Je pense Time, oui, voilà. Elle a été prise le 30 septembre 2024. Vous avez le raster avec ces informations. Vous avez le système de coordonnées. Alors, ce que je veux chercher, en fait, c'est les spectres. Voilà, regardez. Ici, par exemple, nous avons les 7 bandes du multispectral avec les différents noms et la longueur d'onde allant de 0,4
0,03 micromètres à 2,2101 micromètres. Ce qui veut dire que chaque image, chaque type de capteur met en avant certaines bandes spectrales et l'utilité de chaque, c'est-à-dire de chaque image est en fait liée au nombre de bandes spectrales qu'on a. Alors je peux chercher par exemple une autre image de type optique, de type en fait Aster, le capteur Aster. Alors quelque part ici, c'est pas la même région je pense, donc je clique et je vais voir combien de bandes et comment je peux les utiliser. Et puis vous avez en fait ce que j'ai dit tout à l'heure, l'analyse visuelle et la classification. Bon, la classification c'est autre chose, on va le voir plus tard. Mais l'analyse visuelle en fait, c'est en fait de voir un petit peu l'image, de voir comment elle est. Regardez ici. Alors ça en fait, c'est-à-dire je reviens toujours sur cette image. Quand je zoome, ce que je vois en fait, c'est les couleurs dans les couleurs visibles en fait que je peux identifier ici. Regardez, pardon, non, pas ici, ici. Alors, le rouge dans le canal rouge, la bande verte dans le canal vert, la bande bleue dans le canal bleu. Donc, ce que je vois en fait, c'est une image qui est visualisée, qui est représentée dans le visible. Je peux éventuellement, ce qu'on appelle une image composite en vraie couleur. Voilà. Je peux éventuellement changer la visualisation ou la composition en utilisant par exemple le rouge dans le rouge et le vert par exemple dans le proche infrarouge. Bon, je peux utiliser le bleu dans le bleu. Maintenant, on va voir un petit peu la différence. Regardez, on a quand même une représentation ou une visualisation de la végétation dans un vert beaucoup plus présentatif. Tout simplement parce que, en termes de réflexion, la végétation, en fait, elle réfléchit une très très grande partie de, de, du spectre infrarouge ou du spectre proche infrarouge, ce qui permet en fait de voir mieux la végétation dans cette longueur d'onde. Voilà, ça c'est en termes de visualisation par exemple. Voilà, c'est l'un des outils, l'une des techniques d'interprétation, en quelque sorte, de l'information à partir de l'imagerie satellitaire. Ce qu'on appelle ici une visualisation, quelque chose comme ça, de l'imagerie ou de l'information en fausse couleur. Alors, quand je reviens à mon aster ici, alors je peux faire comme ça pour voir un petit peu. Bon, c'est pas la même région. Alors, il y a quand même des différences entre le satellite, le Landsat 8 et l'imagerie Aster en termes de nombre de bandes. Comme ici, regardez. Donc, nous avons quand même jusqu'à 14 bandes. D'accord, 14 bandes spectrales. Les divisées ou sont divisées dans le vinir visible proche infrarouge. D'accord, ces quatre-là. Nous avons 5 bandes, je pense 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, 6 dans le SWIR, c'est-à-dire les courtes ondes infrarouges. Et nous avons ici 5 bandes spectrales dans le tir thermo-infrared ou l'infrarouge thermique. Quand même, il y a quand même une différence. Et l'utilisation de ces images, par exemple, Aster, elles sont très utiles dans la discrimination lithologique. En gros, chaque type de capteur est défini en quelque sorte sa mise en œuvre pour détecter des choses bien spécifiques, on va dire. Il y en a quand même des images qui sont dans les 200 bandes spectrales qu'on appelle les images hyperspectrales, qui sont très utiles dans pas mal de choses. On va essayer de voir avec l'imagerie Hyperion. Voilà, en gros, je pense que je ne vais pas tarder plus que ça. On va voir certaines choses plus tard en détail avec un peu de pratique, ce qui va nous permettre un petit peu voilà, de voir un petit peu ce que c'est ce domaine et son intérêt pour pas mal de domaines. Merci à tous et à tous et à bientôt.